Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Point 7 de cette semaine. Au sommaire de Point 7 de cette semaine, nous parlons des thèmes suivants. Nation, tirage au sort des SE, les secrétaires exécutifs. L'exécutif local change de paradigme. Activisme de Théophile Yarou, le président du nouveau parti LNA, la Nouvelle Alliance. L'opposition béninoise se réveille-t-elle enfin? Et puis en Afrique, fin du procès Thomas Sankara et relâchement de Roch Marc Christian Kaboré, l'ancien président de Burkina Faso. Le pays pense-t-il ses plaies? Voilà les sujets qui seront donc à l'ordre du jour, notamment pour subir les analyses et commentaires de nos débatteurs en studio, les éditorialistes. Chers éditorialistes, bonjour. Bonjour Peggy. Bonjour Peggy. Nous souhaitons la bienvenue à Yves Patrick Loco. Il est journaliste à la Radio Nationale. C'est exact. Merci d'être venu jusqu'à nous, à Glodibé. C'est un plaisir. Vraiment, plaisir partagé. Et puis, le sociétaire maison, j'ai nommé Hilarion Kéon. Il est le directeur général du journal Défi Info. Bonjour. Bonjour Peggy. Bonjour ses auditeurs. C'est vrai que Julien Kitty est appelé sur d'autres fronts. Il nous rejoindra certainement s'il finit et nous allons l'accueillir à bras ouverts. Merci donc, chers débatteurs, d'être avec nous. Le premier sujet, c'est bel et bien l'avènement des secrétaires exécutifs de nos mairies. On en parlait, ils ont postulé, l'opération a été annulée une toute première fois et reprise. Aujourd'hui, on est arrivé maintenant au bout du processus où la fin de l'autre semaine et début de cette semaine, on a eu quand même le tirage au sort qui a abouti donc à la sélection des 77 secrétaires exécutifs des 77 mairies. Déjà, l'avènement de ces secrétaires exécutifs au sein des mairies, qu'est-ce qui va changer? Comment appréhendez-vous la chose? Comment analysez-vous finalement cette nouveauté du régime de la rupture? Yves Patrick Loco. Merci Peggy Ludovic Dagba. Des secrétaires exécutifs pour nos mairies, pour les 77 gouvernements, j'allais dire gouvernements locaux, c'est une réforme qu'il fallait saluer. Une réforme en ce sens où on a désormais des administrateurs territoriaux qui doivent aider les maires à mieux développer leur commune. 77 administrateurs territoriaux qui, dans la nomenclature et compte tenu de la nouvelle loi, vont booster le développement de cette commune-là. On a constaté que ces personnes, ces cadres de nos communes ont été désignés par tirage au sort, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de critiques et également de la part de nombre d'observateurs. Pourquoi fallait-il tirer au sort des personnes? Pourquoi ne pas se tabler seulement sur la méritocratie, c'est-à-dire choisir juste 77 personnes? Et même si on devait tirer au sort, pourquoi ne pas tirer au sort parmi les 77 premiers ou peut-être parmi les 77 premiers et leurs suppléants? Il y a eu beaucoup d'interrogations au sujet de ce tirage au sort. Heureusement ou malheureusement, il y a eu également cette affaire où on a tenu compte du genre. On a tenu compte du genre en ce sens où les femmes ont été mises de côté pour également occasionner un tirage au sort particulier. Pour certains, c'est peut-être chosifier la femme, c'est peut-être ne pas reconnaître les mérites de la femme. Beaucoup de questions quand même sont posées autour de cette opération et on attend véritablement la mise en œuvre pour voir réellement ce qu'il va advenir de nos mairies, de nos 77 communes. Alors, pas Julien Kitty, il n'est pas encore là, mais Hilarion Kéon, dites-nous. Déjà, Yves Patrick Loco a déjà poussé la porte. Pourquoi parler de tirage au sort alors qu'on a demandé régulièrement à des gens de faire, comment on appelle, acte de candidature,
des gens qui ont été même interrogés, ils ont subi des interviews, mais après, on parle de tirage au sort. Comment on peut comprendre ça? Bon, il faut avouer qu'à la suite de Patrick, c'est une bonne initiative, c'est une bonne réforme à épouser et à promouvoir. Seulement qu'il faut faire l'effort de corriger ce qui a corrigé pour pas faire cette réforme pour que les insuffisances puissent disparaître. Vous voyez, ce tirage au sort ne répond à aucun critère de promotion de l'excellence. Et je ne conçois pas qu'on aille demander des études, de dépôt de dossiers. Les dossiers ont été déposés, les dossiers ont fait objet d'études. On a annulé la première vague, on a repris encore une autre vague, on a retenu 400 et quelques. Et puis après, on a dit qu'il faut aller au tirage au sort. Aller au tirage au sort n'est pas là forcément le problème. Mais tirage au sort, comment? On a remarqué qu'on allait au tirage au sort dans un panier à crabe. Voyez-vous, il faut vous dire que ni le premier, ni le deuxième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le septième n'a été choisi. Et parce que simplement, on a voulu mettre tout le monde dans le même panier. C'est inconcevable. On aurait pu dégager les 77 premiers. On est sûr que les 77 premiers sont d'office choisis. Et puis, le destin de la mairie va tomber sur le tirage. C'est-à-dire que là, on ne va pas choisir de mairie. Selon l'excellence. On a choisi... Non, selon ce que vous dites, oui. On ne va pas choisir, c'est-à-dire le candidat ou l'individu ne va pas choisir sa mairie de destination. Non, si on choisissait les 77 premiers, on les tirera pas à mairie maintenant, par tirage au sort. Non, pas tirage au sort, mais parmi les 77. Tout à fait. Ce que je dis de manière un peu plus claire, ils ont pu étudier les dossiers et ont classifié du premier jusqu'au 400 et quelques selon l'ordre de mérite. Ah, c'est ce qu'ils ont dit? Ils l'ont fait. Mais pourquoi c'est comme ça, ils l'ont fait. Quand vous m'avez invité, vous m'avez envoyé les sujets, je me suis renseigné un tout petit peu. Du premier au septième, personne n'a été choisi. Mais pourquoi avoir classifié selon l'ordre de mérite? Je crois que si on doit aller à cette première expérience, il faut qu'on passe d'abord par l'excellence. Parce qu'on fait une première expérience. Et on aurait pu dégager les 77 premiers dans lesquels on va opiner, dans lesquels on va opérer le choix et envoyer la différence dans la base de données des SE. Et ça peut être passé d'assez de critiques. Aujourd'hui, ce qui s'observe, ce n'est pas bon. Si on peut encore corriger, il vaut mieux le faire. Parce qu'on observe, au-delà de cette forme de choix, on observe un recul démocratique au niveau de ce qui fonde même la décentralisation. La décentralisation, le moment basique, c'est la gestion de la cité, pas la cité. C'est cela. Le pouvoir à la base, le gouvernement local. J'ai comme l'impression qu'on est revenu encore moins que le système des sous-préfectures. Vous voyez un peu les prérogatives des SE. Vous voyez un peu les prérogatives des SE, vous dites que vraiment, le maire vaut quoi encore là-bas? Ils deviennent carrément le chef de l'exécutif. C'est les maires supra. C'est ça. C'est eux qui font, on dit. Ils sont les chefs des maires. C'est la plus grande autorité de l'administration communale. Ils n'ont pas de compte à rendre au maire. Aucune relation de hiérarchie ne le lie au maire. Alors, si on en arrive à ça, à donner ces prérogatives aux SE, qu'est-ce qu'on attend du maire prochainement? Le maire qui est élu par ses pairs. On dit que... Qui est élu par sa communauté. On dit que les maires désormais et le conseil communal vont s'occuper simplement et typiquement du développement de la commune. Non, mais il y a un contraste. On dit, au même moment qu'on dit que c'est le SE qui s'occupe de la planification, du développement de la localité, le maire va faire quoi là? Ce que tu viens d'énumérer qu'on a attribué au maire, ça va déjà dans les prérogatives du SE. Qu'est-ce que le maire va faire? Le maire ne fera rien. Et la loi, l'un des articles disposait que tous les États seront, toutes les pièces civiles, toutes les pièces seront signées par le SE, sauf le mariage. C'est-à-dire que le maire ne sera là que pour faire le mariage. Moi, j'ai comme impression qu'on a toutes les pièces d'état civil. On a connu un peu, c'est ça que je dis, on a connu un peu de recul démocratique. On aurait pu mûrir plus, ni dans la forme, ni dans le fond. Je ne vois pas la pertinence du mode et du fond et des prérogatives liées aux SE pendant que les maires sont encore là. Le maire, au début, j'avais pensé qu'il est perçu comme un président du conseil d'administration. Mais là, ce n'est plus le cas. Puisque là, dans le contexte actuel, c'est le SE même qui détermine le carnaval dans lequel il va travailler pour le développement de la localité qu'il ne connaît pas, qu'il n'est pas censé connaître. Vous avez vu, c'est un tirage au sort. Tout à fait. Vous avez tiré au sort pour aller développer une localité que vous ne connaissez pas. C'est un contraste.
Pendant que les gens que la population a élus se trouvent là et n'ont pas ce pouvoir de parler du développement de leur localité. On peut pas faire le bonheur de quelqu'un comme ça à volonté. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les démissions observées n'ont pas étonné. On en observerait encore plus. Il y a déjà des démissions, 6 au moins. Beaucoup. Alors, qui dit qu'on ne va pas encore en observer plus? Parce que celui qui est venu perdre du temps pour connaître la localité afin de prendre ses marques. Dans le cas d'espèce, je ne sais pas, un SE qui est tiré, qui a fait tout ça par exemple, dans la mairie de Bembereke, on l'envoie à Zé, qui est l'antipode du développement, des actes de développement de Bembereke. Il va prendre ses marques quand les communes vont connaître de Ruta Kriya avant de prendre leurs marques. La preuve, le SE qui est de Bembereke, qui est envoyé diriger, vient de déposer le tablier, ainsi que celui qu'on a envoyé à Guégué et Lalo et autres. Les gens réfléchissent sur qu'est-ce que je vais aller faire. Je connais qui là-bas? Il y a les réalités socio-économiques. Il y a les réalités internes. Internes qu'il faut maîtriser. On ne peut pas désirer des gens étrangers à leur localité pour dire venez prendre la marque et il faut démarrer. C'est pas possible. Regardez ce quelqu'un qu'on envoie par exemple à Soava, qui a autre réalité carrément que les réalités des mairies à terre ferme. Il ne connaît pas les réalités sur l'eau. Il ne connaît pas les réalités sur l'eau. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Quelle est l'économie de l'eau? Comment ils arrivent encore qu'on est dans quel est le mode de vie? Alors, encore qu'on quelles sont les économies du secteur? Très bien. En parlant d'économie, il faut souligner qu'on est dans des municipalités à économie purement fiscale. Alors, comment est-ce qu'il va mobiliser les ressources internes? Comment est-ce que c'est ce qu'on a envoyé? Comment est-ce qu'il va mobiliser pendant qu'il ne connaissait pas quelles sont les entrées de fonds de cette localité? Tout ne se trouve pas dans les livres, tout ne se trouve pas dans les cahiers, tout ne se trouve pas. Non, mais il y a des réalités qu'il faut vivre avant de tout faire. Quand on dit que le SE, dans l'article 128, de la loi qui régit les SE, maintenant on dit la fonction du secrétaire exécutif est la plus haute fonction administrative et technique des mairies. Le secrétaire exécutif est le responsable de l'administration de la commune. Il est le principal animateur des services administratifs et techniques communaux dont il veille au bon fonctionnement. Au sens du présent article, l'administration de la commune s'entend de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles affectées à l'exécution des activités, inclus la communication au nom de la commune. Wow. Alors, vous voyez cette prérogative aussi énorme qu'on a confiée à un SE qui ne connaît rien du milieu a priori où il est venu opérer. Il ne connaît rien. On a désormais un président communal. Alors, c'est un président communal. Oh, c'est pour ça que je parlais tantôt que j'ai comme impression que nous sommes en train d'observer un recul démocratique au niveau de la décentralisation. Parce l'idée de la décentralisation, c'était qu'il faut que la communauté gère la communauté elle-même. Il faut rendre le pouvoir à la base. Il faut que que la base sache, puisque la base, en rendant le pouvoir à la base, a priori, connaît les problèmes dont elle souffre. Quand on vote, quand vous levez la main, on vote pour vous, on dit, vous vivez avec nous. Vous savez les problèmes dont nous souffrons. Arrivé là-bas, vous êtes plus que quiconque censé savoir les maux dont on souffre et solutionner le plus tôt que possible. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je me dis comment est-ce que ça peut être, comment ça peut se passer. Cette première expérience, comment est-ce que ça peut, encore qu'on n'a pas tenu compte forcément de l'excellence. C'est encore là un problème. Un problème, la méritocratie. On n'a pas tenu du tout compte de la méritocratie. Comme on ne peut pas mettre les 43 dans le même panier pour dire allez choisir, ça cause un problème réel. On aurait pu choisir, comme je l'avais dit tantôt, les 77 premiers dans un autre panier. Et la différence, on le met dans la base, doit donner des essais. Quand il y aura défection, on pioche là-bas. Mais ici, c'est pas possible que je travaille, l'expérience, on n'a pas tenu compte de l'expérience. On n'a pas tenu compte des acquis livresques. On n'a tenu compte de rien du tout. Sinon, comment est-ce qu'on s'entend mal qu'on voit le premier de ce mélange ne soit pas positionné du premier au septième. On l'a écarté. Mais le tirage au sol là est écarté. Mais c'est de l'injustice. On ne peut pas baser un développement sur l'injustice. Ça ne peut pas aller. Moi, on aurait pu accepter, on aurait pu applaudir un peu plus cette manière de choisir les SE si on avait tenu un tout petit peu compte de l'excellence. De l'ordre de mérite. De l'ordre de mérite. Alors, Yves-Patrick Loko, moi j'ai quand même interrogé certains élus locaux, des conseillers de nos communes. Ils m'ont dit que vraiment ils applaudissent à tout rompre l'avènement. Question pour question, je leur demande mais pourquoi? Ils nous disent, écoutez, on était tous politiques, on fait de la politique au sein du conseil communal avec l'avènement
SE, eh bien, tout ceci va finir. Bon, on peut peut-être les croire sur parole. Maintenant, c'est à l'aune de l'expérimentation de cette nouvelle réforme-là qu'on saura s'ils sont vraiment d'accord, s'ils applaudissent réellement cette réforme-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jour en présence du chef de l'État à la salle rouge du Palais des Congrès, on a présenté la réforme au maire. Le maire de Pomacé. Le maire de Pomacé. Qui avait réagi vivement. Voilà. Kenam Messan, je me souviens très bien, qui avait réagi. Donc, c'est à l'expérimentation. C'est vrai que le chef de l'État l'a apaisé, lui a dit qu'il a compris, en fait, ses récriminations, il a compris ses inquiétudes. Maintenant, est-ce qu'un travail a été fait au niveau de ces maires-là pour qu'ils en arrivent à dire qu'ils sont très contents? Sinon, ce n'est pas que la politique qui se mène. Je n'en ai pas entendu un seul qui se soit élevé, sauf le cas que vous soulevez là. Évidemment, c'est des maires qui sont pour la plupart du Bloc républicain, de l'Union progressiste et quelques-uns seulement. De la FCBE, voilà, la Force Colonie pour Bénin émergent. De la FCBE. Donc, et on sait comment les maires ont été mis à la tête des exécutifs communaux. Au début du processus, il y avait une élection. Après, c'est les partis politiques qui les ont désignés et ils ont été nommés. Donc, ils peuvent que s'aligner sur vraiment sur cette réforme-là qui est quand même. Mais est-ce que vous notez ou vous prévoyez quand même une collaboration exempte de toute contestation, de tout conflit? Est-ce que vous voyez la chose vraiment se passer comme comment dire, à l'église où chacun connaît sa place et chacun va tolérer les actes de l'autre? Est-ce que en termes clairs, vous voyez le maire dans l'action laisser le SE agir comme les tests l'ont prévu? Les tests ont fait des prévisions, les tests ont prévu des choses. Il y a la loi, on le dit souvent, il y a l'esprit de la loi. Il y a aussi l'expérimentation sur le terrain. Donc c'est à l'aune de cette expérimentation-là qu'on va savoir ce qui va se passer réellement. On va attendre peut-être les premiers mois. C'est vrai, il y a pas de réforme sans problème. On dit vulgairement ou bien généralement qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, on va casser des œufs, on va faire nos omelettes au sein des conseils communaux. On va voir si l'œuf ne va pas se brouiller, s'il y aura pas des œufs pourris dans le lot. Donc on va réellement attendre. Mais si on doit tenir compte de ce que prévoit la loi, normalement, la collaboration devait bien se passer puisque chacun connaît son couloir, chacun sait ce qui lui est dévolu comme prérogative. Maintenant, les habitudes ayant la peau dure, très dure même, est-ce que les maires qui avaient l'habitude d'être dans une certaine position vont facilement... Disons clairement les choses, est-ce que les maires ont encore les clés en main? Avec la loi, on sent que les maires n'ont plus perdu les clés en main. Maintenant, est-ce que la collaboration sera facile? On ne le sait pas. On va pas augurer encore de ce qui va se passer. On va attendre les premiers mois. On va attendre les premières expérimentations pour voir réellement ce qui va se passer. Et si vous permettez, parlant du tirage au sort et parlant également des recrutements de cadres au niveau des communes, je trouve qu'il y a eu trop d'accentuation sur le secrétaire exécutif. C'est vrai, le secrétaire exécutif a beaucoup de prérogatives. C'est lui la tête quand même, hein? C'est lui la tête, on ne refuse pas. Mais qu'est-ce qui est advenu des autres postes
et des autres personnes, des autres cadres à recruter, il y a un peu je ne parlerai pas de flou, mais il y a un manque d'information à ce niveau-là, puisqu'il y a les directeurs des systèmes d'information à recruter, il y a les responsables de passation des marchés publics, il y a le directeur des affaires financières, des affaires administratives financières, je crois. Il y a toute cette panoplie de cadres-là, mais l'accent a été seulement mis sur les secrétaires exécutifs des communes, et il faut nous dire ce qui en est du processus de recrutement des autres cadres des mairies. Je ne vous le fais pas dire, Yves Patrick Loco. Ce côté-là a été, a été laissé dans le noir, on va dire. J'espère que, en tout cas, avec nos reportages et autres, nous allons vraiment apporter de la lumière sur ces autres cadres à recruter, parce que c'est quand même important, Hilarion Caillon, qu'on puisse savoir réellement de quoi il est question par rapport à ces postes-là qui ne sont pas si secondaires que ça. Parce que c'est quand même l'appareil communal qui a été revu et qui donc franchement doit pouvoir produire des effets. Peggy, comme je le disais tantôt, j'ai comme l'impression que les gens n'ont pas encore mûri sérieusement le projet avant de le mettre en exécution. Vous voyez, quand le veuille, il y aura un clash entre le maire et son SE. Il n'y a rien à faire. Donc on parle même de comment dire, bolido, mais je sais pas comment. Ouais. Je sais pas comment on va le dire en français correct. J'ai préféré me coller. Voilà, les gris-gris. Mais bon, espérons que ça n'arrivera pas. Ouais, il y a l'article 133, toujours de la même loi, la nouvelle loi sur la décentralisation, qui dit qu'au titre de ces attributions, le secrétaire exécutif assure l'organisation des services communaux et l'exécution du service, la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétence de la commune. Dans ce cadre, il représente la commune dans la vie civile pour tout ce qui relève de ses attributions propres, veille à la bonne planification et à l'exécution des marchés publics communaux, conserve et administre les propriétés de la commune, suit la gestion des établissements communaux, organise la gestion des services de voirie, d'assainissement et d'hygiène, organise la gestion des archives, publie les règlements, le ressort de la commune, publie les délibérations et les travaux du conseil communal, nomme aux emplois communaux pour lesquels la loi ou la réglementation ne fixe pas les dispositions particulières de nomination, signe les actes d'état civil sur délégation du maire. Cette délégation ne concerne pas les célébrations de mariage, organise le processus d'élaboration de documents de planification, gère les relations de travail technique avec les services déconcentrés. Ça veut dire quoi? Au terme de tout ça, on a vu une seule attribution qu'on lui a ôtée, c'est le mariage. On va voir les SE autoriser les demandes ou les sollicitations de marche, par exemple. Ce qui est, désormais, c'est le SE qui est devenu le chef d'État dans les communes. Mais alors, techniquement, est-ce que ça ne pose pas le problème d'élection? Parce que là, réfléchissons, ce sont les populations qui ont choisi leur mandant, dont le maire. Mais voici un SE qui est envoyé par l'État central et qui vient arracher toutes ces prérogatives-là. C'est ça, je vous disais tantôt. Moi, à la place des politiciens, je serais découragé. Il ne me sert à rien. C'est vrai que les maires en abusent beaucoup, il faut l'avouer. Vous voyez, les maires avec les moyens d'État, les moyens de la commune, bien sûr. Dans la période de pré-campagne, nous observons beaucoup de choses. Les maires avec les voitures de la commune qui se promènent dans toutes les rues, pendant que les autres qui ne sont pas élus n'ont pas les mêmes moyens de compétition. Donc ils en abusent. Ils en abusent. Au lieu qu'on soit sur le terrain à moyens égaux, ce n'est pas le cas. Lui, il a l'avantage d'être maire, donc il utilise les prérogatives qui sont les siens, avec les forces de l'ordre derrière, avec une horde de personnes opportunistes derrière, parce qu'on sait qu'il est maire, il a un pouvoir. Cependant, c'est lui que le peuple a choisi. Il faut qu'on sache raison garder, malgré toutes ces dérives que l'autorité fait, parce que il est maire, il est choisi par la communauté. On doit lui concéder une portion de pouvoir pour ne pas livrer les SE qu'on vient de choisir. Vous voyez que c'est normal. Les gens, on le sent qui coule dans leur veine, c'est des hommes. Ils doivent avoir des comportements humains. Et que le SE qui vient, qui est nommé moi, qui est dépensé moi, qui est convaincu ma population de ce que j'ai la solution pour sortir la population des problèmes qu'elle a, on me met de côté, on amène quelqu'un qui a été choisi, et puis on dit, bon, c'est toi qui fais toutes tes prérogatives. C'est un problème. Quand vous voyez toutes les prérogatives qui sont
pour les SE maintenant en l'état, c'est qu'il y a un problème réel pour les élus. Qui va se poser encore pour dire je vais être maire ou conseiller communal? Justement, j'allais poser la question par rapport aux législatives. On a commencé par noter, des activismes de la part de beaucoup d'élus locaux qui, franchement, font les yeux doux aux populations pour aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un effet aussi de pouvoir fuir ces SE-là? Est-ce que la fonction, c'est pas parce que la fonction de maire, la fonction de l'élu local est dépouillée? La fonction est dépouillée. On a vu par ailleurs en Angleterre, par exemple, en Grande-Bretagne, j'allais dire la reine d'Angleterre qui est là et qui a la couronne, mais qui est purement symbolique. C'est le Premier ministre qui agit, qui a l'effectivité du pouvoir. Qui a l'effectivité du pouvoir, mais ça ne demeure pas moins que la reine d'Angleterre incarne encore l'honneur, incarne la majesté. Sauf qu'ici, elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue. C'est un héritage. Elle n'est pas élue, c'est un héritage, c'est passé de père en fils ou de père en fille, etc. Mais je voudrais faire une comparaison avec la situation qui va se poser dans les mairies, où les maires auront un titre purement honorifique. Purement honorifique, wow. Ce n'est pas... Mais ils sont au niveau du conseil de supervision et autres. Les maires auront toujours du travail à faire. On n'a quand même pas prévu un pouvoir discrétionnaire au maire qui peut faire échec à quelques velléités du secrétaire exécutif. Il n'y a pas de droit de veto. Il commence à noter des dérives. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de tout ça. Il y a, enfin, je n'ai pas. Il y a les conseils de supervision, voilà. Qui est un outil il y a le conseil de supervision, par exemple, qui est un outil de contrôle. Bon. Encore que, quand vous voyez encore les tests, le conseil de supervision ne s'impose pas à l'SE. Parce que le conseil est présidé par le maire. On sait que le maire peut utiliser ses moyens pour agir sur le conseil et bloquer le SE. C'est pour ça que directement, d'ailleurs, on dit que le SE ne dépend pas de l'autorité communale. Et il ne rend même pas aucun compte à lui rendre. Donc le problème demeure toujours, c'est vrai. La loi a tendance à mettre quelques garde-fous, en mettant le conseil de supervision. Mais c'est pas suffisant au regard du pouvoir. C'est d'une mollesse terrible. Voilà. Donc, alors, on va... non, pour très rapidement, à votre question, voilà. On va finir. Vous avez noté qu'il y a de l'activisme, c'est de bonne guerre, puisque même des maires actuels ont bien envie d'aller au Parlement. La tendance est assez grande, il paraît, selon certaines informations. Le 8 mars, par exemple, on nous a dit que cette fête, la Journée internationale de la femme, ne rime plus avec bâche, fourchette, décibels et foulard. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a noté ça le 8 mars que certaines personnes ont dit ça le 8 mars, que le week-end qui a suivi, il y a eu célébration par tous les partis politiques, par les institutions, par les ministères. Et ça continue d'ailleurs. Voilà. Donc, à ces occasions-là, on a constaté qu'il y a une pré-campagne précoce qui se mène. Et c'est de bonne guerre. Tout le monde a envie d'aller au Parlement. Je vais rester avec vous, Yves-Patrick Loko. Oui. Je rappelle, vous êtes à la Radio Nationale. Dans ce sillage des législatives où on a déjà noté de la pré-campagne, comme vous le dites si bien, on a vu la nouvelle alliance, le nouveau parti qui a reçu son récépissé. Je vais parler du parti politique présidé par l'ancien ministre Théophile Yarou. Et au cours de cette semaine, il a fait quand même des visites à des partis politiques de l'opposition, dont le MPL, le Mouvement Populaire de Libération, de Expérience TB. L'homme a énoncé quand même son intention de voir l'opposition travailler ensemble. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition a commencé à se réveiller, l'opposition béninoise? Dans un passé récent, c'est un homme politique qui ne vit plus, paix à son âme. Je l'ai entendu dire qu'en politique, il y a deux opérations essentiellement qui se mènent. Il y a la multiplication et l'opération et l'addition. Jamais de soustraction, voilà, jamais de division. Jamais de division. Donc c'est de bonne guerre que Théophile Yarou, le président de la nouvelle alliance, veuille aller au contact de ses pairs de l'opposition. C'est vrai que l'opposition
béninoise, elle est multiforme, elle est multicolore. Elle est multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle et également. Comme la mouvance aussi, hein. Voilà. Bon, la mouvance est plus ou moins unie, plus ou moins sous la bannière de quelqu'un, d'un chef, d'un leader commun. À l'opposition, on a la FCBE d'une part, on a MPL de l'autre côté, on a les démocrates, et récemment, Irénée Agossa, avec la RLC, son parti, il a restauré la confiance, a dit ce parti a dit qu'il est de l'opposition. Donc c'est de bonne guerre que Théophile Yarou pense aller à la rencontre de ses pairs de l'opposition. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre, parce que je sais qu'il a lu la loi, s'il veut que l'opposition parle d'une même voix, est-ce qu'il a déterminé ce qu'il entend par là? Non, il a dit, oui. Pour ce que j'ai lu, je ne l'ai pas entendu dans les journaux, il a parlé de collaboration. Une collaboration, ce n'est pas une chose à interdire. C'est toujours bien de collaborer. On se retrouve pas sur la même liste, mais voilà. On s'entend quand même pour un certain nombre de choses. Je me demande un peu comment ça va se passer. Et encore une fois, on va attendre réellement la matérialisation pour savoir ce qu'il met dans la collaboration. Mais il doit savoir que avec la réforme du système partisan, ce n'est plus comme avant où on peut aller en alliance pour des élections. Vous tentez d'aller en alliance, votre parti n'existe plus et vous ne pouvez même plus aller aux élections. Donc, je ne sais pas ce que va revertir réellement cette collaboration prônée par le président de la nouvelle alliance. Hilarion Kenyon, le journal L'Informateur a rappelé un peu les dispositions de la loi, le code qui refuse toute alliance et qui refuse encore au parti, comment dirais-je, une adhésion populaire. Mais cette fois-ci, l'adhésion est individuelle si jamais on devait avoir une fusion ou une alliance. En fait, cette erreur commence pas tous les partis. Mais avant de revenir à ça, je voudrais opiner un peu sur le dernier comportement de l'ancien ministre Yarou, qui prend la carapace d'un opposant et qui est en train de sillonner Il est opposant. Ses compères. Je vois que des gens comme ça sont disqualifiés pour parler au nom de l'opposition. Pourquoi? Si les gens veulent ont des soucis pour ce pays, les gens sont véritablement des soucis pour leurs militants, supposés militants, il faut qu'ils rengainent, il faut qu'ils revoient leur comportement. Mais ces gens de comportement ne peuvent pas faire une opposition forte, c'est pas possible. Il y a dans un passé très, très, très récent, il occupait un poste très important au sein des FCBE. Mais les FCBE sont de l'opposition. Mais attends. Maintenant, il quitte pour aller créer un autre parti politique. C'est pour renforcer l'opposition ou c'est pour l'affaiblir? C'est pour renforcer l'opposition. C'est pour affaiblir l'opposition. Selon ses mots. Allez l'inscrire. Bon, selon ses mots, mais chacun c'est l'objectif qu'il vise en créant ce parti politique. Mais il a bien dit, Hilarion Kenyon, qu'il ne veut pas faire l'opposition comme celle qui existe. Qu'il y a des opposants qui veulent tout casser. Il y a des opposants. Ils ont fait toutes ces expériences. Mais aujourd'hui, ils veulent faire autrement. Même celui qui veut tuer tient toujours des discours pour justifier pourquoi il a commis son crime. Je dis, Yarou ne peut pas. Il n'a rien à inventer. Il aurait pu simplement les bonnes idées qu'il a. Qu'est-ce qu'il l'en empêchait de sillonner les partis politiques de l'opposition qui existaient déjà pour faire porter son message? Quand il a quitté FCBE, puis par aller intégrer les démocrates, mais il ne s'identifie pas à eux. Donc il est au de ces partis politiques. Il n'aime pas leur façon d'agir, de fonctionner. Les ne sont pas présents au sein de l'Assemblée. Pourquoi? C'est pas de la sorcellerie. Ils sont des gens qui œuvrent pour leur propre fragilisation. Vous n'en avez aucune preuve. Mais vous allez voir tout à l'heure, c'est les élections. On va voir d'ici, c'est le 8 janvier. Ce n'est pas loin. Vous allez me dire que NLA aura 10%. Vous allez me dire que René Agossa aura 10%. Mais ils sont en train de trouver la formule pour avoir 10%. Là où vous me dites pas 5%, c'est les gens là qui vont... On n'a pas raconté l'histoire politique de notre pays à nous, aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il faut vous dire alors que ces gars ne sont pas conscients de la situation que vit la population. C'est faux. Il est disqualifié pour parler aujourd'hui de renforcement de l'opposition. J'aurais pu l'écouter plus quand j'aurais appris que Yarou a démissionné du FCB pour intégrer les démocrates. Ou bien la démission de FCB, ou bien il a été d'œuvrer pour que les partis de l'opposition se fusionnent en deux ou en un, comme les frères Siamois, UP et BR. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez des gens, on n'affronte pas l'union avec n'importe quelle arme.
Vous ne pouvez pas être en train de vouloir affronter Talon avec qui est en train d'œuvrer pour que les partis de l'opposition s'amenuisent, et vous allez venir avec 4 ou 5 partis pour aller aux élections face à lui. Qui parmi eux aura les 10%? Vous avez remarqué que l'opposition sera une fois encore absente au sein de l'hémicycle. C'est pas de la sorcellerie. Mais Hilarion Kenyon, je ne vous comprends plus. Il y a quelques jours, quelques semaines, il y a 2 semaines en arrière, vous disiez dans ce même studio, sur cette même émission, que l'opposition ne fait rien pour s'affirmer. L'opposition ne fait rien pour s'afficher. Mais aujourd'hui, on voit quand même quelqu'un s'activer pour dire, nous allons racoler les morceaux pour que... Il faut, le système partisan nous conduit à décourager ces gens de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien inventer. On ne peut rien créer. On ne peut pas encourager Yarou aujourd'hui dans cette démarche-là. S'il était dans une démarche où ils sont en train de se dire, on va œuvrer pour que au plus 2 partis de l'opposition aillent aux élections, on peut comprendre. Mais c'est peut-être dans ça qu'il évolue. Le lendemain de sa prise de récépissé, nous allons compter désormais à l'hémicycle. Alors, lui, il est qui? Ce parti est qui pour à l'hémicycle? Mais c'est tout à fait normal qu'il cherche, qu'il annonce ses intentions. Que Adrien Humbedi, avec tout sa carapace, avec tous ses acquis politiques, n'ait pas pu arriver à réunir 10%. Et c'est Yarou qui viendra prendre 10%, s'il vous plaît. C'est déjà qu'ils sont en train d'œuvrer pour l'affaiblissement de l'opposition. Il faut qu'ils soient démantelés et traités comme tels. Hilarion Kenyon, c'est pas de l'opposition que nous je n'irai pas à votre... Je n'irai pas avec vous dans cette direction. Il faut dire, comme Yarou, les autres politiciens, s'ils veulent vraiment que l'opposition se positionne dans l'hémicycle qui s'annonce, il faut qu'ils s'associent. Il faut que les forts se reconnaissent forts, que les faibles se reconnaissent faibles, et qu'on favorise l'émergence des partis politiques bien structurés. Ces gens-là, face au BR et à l'UP, ne seront pas présents dans l'hémicycle prochain. C'est l'émiettement des voix. On peut avoir des gens qui sont en train de lutter pour l'émiettement des voix. On va dire que c'est des opposants qui sont en train de se construire. Des gens qui ne veulent pas du bien-être de la population. Yves Patrick Loko tout à l'heure demandait une clarification par rapport à ce qu'il entend par collaboration. Est-ce que vous dites bien renforcer l'effort, que les forts, en tout cas, se mettent, et les faibles se mettent ensemble pour que l'opposition puisse aller aux élections? Est-ce que ça ne peut pas être quand même l'une des solutions à laquelle pense le président Théophile Yarou? Oui, mais je le vois un peu coincé par les tests, par la réforme du système partisan, parce que si on donne un exemple, je donne un exemple. La LNA, la nouvelle alliance, va aux élections, a besoin de personnel politique, c'est-à-dire a besoin de candidats pour combler sa liste. Est-ce que c'est des gens du parti MPL par exemple? Est-ce que c'est des gens de FCBE qui va mettre sur sa liste alors qu'au départ il n'était pas de ce parti-là? Donc comment ça va se passer? Je ne pense pas. La meilleure collaboration, et c'est là je ne vous arrête pas, oui. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer déjà une stratégie comme celle que vous décrivez là? Oui, mais ce n'est pas possible. On a des partis politiques différents. Mais je sais que dans telle zone, c'est MPL qui est fort, alors j'envoie des gars sur cette liste qui adhèrent comme cela se doit, ainsi de suite. Le problème s'est posé en 2019. Ils sont disqualifiés. Le problème s'est posé en 2019 avec Moël Bénin et le PRD. Donc, non, mais ils se sont pas entendus. C'est pour ça l'un a dénoncé l'autre. Voilà, ici, les trois s'entendent. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir la carte de membre de MPL et aller aux élections sur la liste LNA par exemple. C'est la loi qui les a coincés. Mais je peux démissionner de LNA pour... Oui, il faut peut-être il faut vite le faire peut-être. Ben voilà. Mais ça peut être des stratégies. Si Théophile Yarou, et là je donne raison à Hilarion Kenyon, si Théophile Yarou voulait que l'opposition collabore, il n'avait pas à aller créer un parti pour... Il n'avait pas à aller créer un parti. C'est vrai, ils sont 17 aujourd'hui. L'objectif de l'idée ou bien l'esprit de cette réforme du parti, du système partisan au Bénin, c'était d'avoir au plus 4 grands regroupements. Peut-être 2 de l'opposition, peut-être 2 de la mouvance présidentielle. Un parti centriste. Mais malheureusement, nous sommes à 17 aujourd'hui. 17 partis, à l'heure d'aujourd'hui, ont leur récépissé définitif. Mais réellement, combien compte? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait un travail de statistique sur cette problématique encore. Mais
si l'opposition devait se regrouper, ce n'est pas maintenant après que des partis ont été créés au sein de la mouvance, au sein de l'opposition même, qu'il faut en appeler au regroupement. Le regroupement aurait été peut-être de rester dans un ensemble fort. Je ne fais pas de la publicité pour la FCBE par exemple, ou les démocrates, mais l'essentiel aurait été d'avoir deux grands pôles au niveau de l'opposition. Au sein de l'opposition, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Hilarion Kenyon, donc ça veut dire que vous voyez un échec cuisant. C'est clair que l'opposition a choisi de s'enterrer elle-même. L'opposition ne veut pas aller aux élections, ou du moins, l'opposition, pour des raisons qu'elle sait elle-même, choisit de ne pas être représentée dans la 9e mandature de l'hémicycle. Ah mais pourquoi vous le dites? Aucun autre parti de l'opposition n'a encore parlé. Il n'y a que la LNA qui parle. La loi est suffisamment claire. On n'a rien à inventer. Nous ne sommes plus dans l'ancien système politique. Aujourd'hui, on dit, seul, tu peux avoir des députés et échouer. Si tu n'as pas les 10% de l'électorat, tu ne peux pas. Et ils le savent. J'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un dinosaure politique, pas des moindres. Maître Adrien Mbedji. Tout le monde connaît le poids politique du PAD. Il est allé aux élections. L'ancien poids politique, vous voulez dire? Alors, les choses qui ne correspondent pas au poids actuel. Pour être représenté, il faut qu'il y ait les 10%. Il n'a pas pu l'avoir. Dites-moi, parmi ceux qui te disent chef de parti NLA, MPL et autres, Irénée Agossa, qui a la poigne, la représentativité de Adrien Mbedji parmi eux. Mais ne rêvons pas. Il faut oser leur dire qu'ils sont en train de vouloir enliser la population. Ils n'aiment pas cette population-là. Il faut qu'on le leur dise. C'est pas de cette opposition qu'on veut. Comment on peut pas, il faut que chacun se pèse et sache qu'est-ce que je vaux dans l'arène politique nationale. Irénée Agossa, c'est un nom isolé. Ça veut dire quoi pour l'électorat béninois? Un homme politique béninois. Yarou veut dire quoi dans l'électorat qui encore un ancien ministre. Bon, voilà. Donc on connaît la politique qui draine le monde électoral au Bénin. Mais cette équation de 10%, comment l'opposition, selon vous, peut-elle la résoudre? Très bien, il suffit simplement de taire des ambitions inutiles. Les gens dont vous venez de citer les noms là, les Agossa, les MPL, ils n'ont qu'à se revoir. Ils n'ont qu'à mettre en berne leur ambition pour le moment. C'est la seule manière d'aimer ce peuple, c'est la seule manière de vouloir du débat démocratique à l'hémicycle et de promouvoir l'émergence peut-être de 2 partis politiques de l'opposition au plus pour aller aux élections. Et pourquoi pas un seul parti? Vous leur proposez de se fusionner. Mettre en berne leurs ambitions. Il y a rien. C'est la seule solution. Ils fusionnent. Non. Aujourd'hui, on peut même pas. La fusion n'existe même pas au regard de la. Mais comment ça va se passer? C'est qu'ils mettent en berne leurs ambitions. Ils ne prennent pas part aux élections. Ils peuvent choisir de s'allier derrière, soit FCBE, soit les démocrates. Ils s'entendent pour être militants de ces partis politiques-là et mettre en berne leurs partis politiques pour ne pas aller aux élections. Quand ils vont aux élections, c'est qu'ils sont en train d'œuvrer pour l'émiettement des voix. Pourquoi le président Talon est en train d'œuvrer pour que le BR et l'UP redeviennent un? Il sait que tant que ce n'est pas un, il y aura toujours des problèmes. Tant que vous n'avez pas le pouvoir. Mais c'est complètement con. Vous n'avez pas le pouvoir, vous aspirez à aller vous asseoir à l'hémicycle et vous allez aux élections avec près de 5 ou 6 partis politiques, s'il vous plaît. Ceux-là n'aiment pas leurs militants. Je plains même ceux qui s'alignent derrière eux. Il ne doit plus avoir 2 militants derrière eux aujourd'hui. Si on doit leur parler ici, s'ils veulent... Il a un opinion très excessif. Hein? Non, ce n'est pas normal. Mais c'est leur choix. Il doit arriver un moment où ils doivent se dire, écoutez, il faut qu'on taise nos ambitions égoïstes et inutiles. Encore que pèse chacun d'eux sur le plan électoral? Ils ont pris part aux élections dans ce pays, nous les avons vus. Qu'est-ce que je pèse? Est-ce que je peux aller à ces élections selon les nouvelles lois de ma République? Il faut se poser ces questions-là et donner la solution de manière honnête et savoir là où ils veulent partir. Et donc, pour la solution que moi je dois leur préconiser, s'ils veulent vraiment le débat démocratique dans l'hémicycle prochain, il faut que les MPLO, les Irénée Agossa, les FCBE, ils n'ont qu'à s'associer pour voir quel parti mettre en berne. Ils peuvent choisir NPL, eux tous. C'est à eux de voir. Mais il faut le rapport de force. Mais est-ce que vous ignorez le fait que dans cette opposition-là, il y a des oppositions, comment dirais-je, à divers tempéraments? Non, moi, je ne veux pas aller dans ces détails. Je suppose que... cette attente dont vous parlez risque de ne pas aboutir. C'est vrai, j'apprends comme toi qui a des opposants plus proches du pouvoir, des opposants opposants, des opposants centristes. De vrais opposants. Bon, mais l'essentiel pour moi, puisqu'ils ont fait la déclaration pour dire nous sommes de l'opposition, on leur concède. Maintenant, si véritablement ils sont de l'opposition, c'est le moment de s'asseoir. Le parti peut s'appeler Mouton.
Il faut qu'ils s'alignent derrière ce parti d'abord. Constituer une seule force de l'opposition pour aller... On n'affronte pas l'union avec n'importe quelle arme. Je le dis souvent ici. Tu prends une lance-pierre et tu vas sur l'union va t'avaler. Tel qu'ils sont en train de partir aux élections, ils vont tous échouer et qui ne dit pas qu'ils seraient en mission eux-mêmes pour se fragiliser. Parce qu'ils doivent savoir, il n'y a personne là qui peut lever la main pour dire j'aurais 10%. Parmi ceux-là, même jusqu'aux démocrates. Il n'y en existe pas. Si tous ceux-là vont aux élections à la fois, ils vont aux élections à la fois, c'est qu'ils sont des candidats potentiels à la mort politique. Ils ne peuvent pas réussir. Il arrive Kayon avec ses expressions. Yves Patrick Loko, dernier point là-dessus. Oui. Avant qu'on ne passe à un autre sujet. J'ai la même solution que Ilayon Kayon pour l'opposition béninoise. C'est peut-être choisir une seule formation avec le risque. Non, mais est-ce que vous voyez la chose possible aujourd'hui? C'est possible. Comment? Pas qu'ils aillent quand ils sont sur des disparates, listes. quand ils ont chacun d'eux des ambitions vraiment personnelles. Alors, Oui, comment pas- voyez-vous cette entente-là? Pas qu'ils aillent sur la même liste, parce que ce n'est pas possible au regard des tests. On peut choisir peut-être FCBE, une fois encore, je ne fais pas de publicité, ou les démocrates, dire voilà, ce parti va aux élections avec les membres qu'il compte en son sein, et puis nous, on décide au sein de l'opposition de les soutenir. C'est une solution envisageable pour ne pas imiter les voix au sein de cette opposition béninoise. D'accord. L'autre problème, c'est que quand on ne va pas aux élections, Ben, on disparaît. On disparaît. Au bout de fois deux élections. dessus. Voilà. Donc c'est aussi... Et pourquoi ne pas accepter de disparaître et aller... Et revenir plus fort. Voilà, et revenir renforcer les autres partis qu'on aura choisi de promouvoir pour une opposition plus forte au Bénin. Merci à vous, Yves Patrick Loko. Je crois que, les débats, les commentaires vont se poursuivre avec nos auditeurs à la maison, parce que les sujets sont quand même intéressants. On ne pourra pas vraiment finir. Ilayon Kayon, nous allons maintenant sortir du Bénin et aller au Burkina Faso. Votre ami Marc Roch Christian Kabore retrouve finalement les siens. Bon, ils n'ont pas le choix. On ne peut pas les garder pendant longtemps. Les objectifs sont atteints, les dés sont pipés. Non, mais les injonctions de la CEDEAO étaient là, mais la jeune n'avait rien fait. Oui, Finalement, ils ont discuté avec lui et ils ont pu obtenir de lui un certain nombre de choses avant de le libérer, finalement. Même s'il n'avait pas envie de le libérer, il ne veut pas le garder éternellement. Vous devez savoir qu'il n'a été gardé que pour que le temps que la junte assoie son pouvoir. Et la junte a déjà formé son gouvernement, le ministre a déjà dévoilé ses grands as. Qu'est-ce qu'il reste? Absolument rien. Sur le sujet sur lequel moi je voudrais beaucoup plus opiner, attirer l'attention des gens qui se disent déjà que le Burkina Faso s'en va être un état de paix et concilier ces paix. Nous avons remarqué qu'en même temps qu'on libérait Roch Christian Kabore, on condamnait à perpétuité l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, qui n'est pas sur le territoire national. Depuis un bon moment. Et ça, c'est un paramètre qui risque vraiment de faire moult. Très bien. Moi, je dis, j'ai entendu un débat sur une radio internationale tout à l'heure quand les Burkinabés sont en train de féliciter la justice. La justice a fait de bon travail et dit, mais attends, ceux-là, s'ils sont vraiment des Africains et des Burkinabés, pour moi, c'est une passoire. Blaise Compaoré Thomas Sankara n'a pas été tué au hasard. La mort de Thomas Sankara est partie d'où? Quelle force étrangère a poussé Blaise Compaoré à fusiller son alter ego Thomas Sankara? Quelle justice a-t-on fait jusqu'à ce qu'on n'a pas entendu même pas le début de la lettre qui commence le nom de cette force étrangère? Quelle force a exfiltré Thomas Sankara et Blaise Compaoré quand le soulèvement a commencé de Burkina vers la Côte d'Ivoire? Il ne s'est pas exfiltré de lui-même, on l'a exfiltré. Alors, Blaise Compaoré a été exfiltré de Burkina vers la Côte d'Ivoire par la France. C'était une information officielle. Thomas Sankara a été tué à l'issue de quoi? À l'issue de ce discours anti-impérialiste qui se tenait à tous les sommets. À tous les sommets. Et il ne voyait pas du tout. Les colons étaient perçus à ses yeux comme des encres à abattre par tous les moyens. Et l'indépendance de l'Afrique était perçue comme, aux yeux de Thomas Sankara, comme une réalité à adhérer dans les minutes qui suivent après sa prise de pouvoir. Alors, ce sont ces discours qui ont conduit à son élimination. Qui a favorisé ça? On a fait une justice du A à Z. On n'a pas pu établir un audio, un papier,
une consigne écrite, qu'elle soit orale ou n'importe quelle forme, émanant d'une force étrangère qui a conduit à cette élimination d'un compatriote africain. Mais la justice a enquêté, a-t-on dit, et qui a abouti à ce que de son chef, Blaise Compaoré a éliminé Thomas Sankara. Et pas de ce fait, il faut à perpétuité. Au même moment, on dit on veut la paix, on veut unir le peuple burkinabé. Je me suis dit une fois encore que nous sommes abattis. L'Afrique s'est abattie. La justice burkinabé s'est abattie. C'est inconcevable qu'on veuille nous faire une enquête sur la mort de Thomas Sankara sans retracer les forces étrangères qui ont favorisé cette gabegie humaine. Ce n'est pas possible. Oui, mais ce qui s'est passé ici, et je suis obligé de reconnaître avec vous, c'est que jusqu'à la fin du procès, on n'a vraiment pas eu la trame de la vraie histoire. On n'a pas eu les réalités. De l'histoire de la mort de Thomas Sankara. On ne peut pas parler de la mort de Thomas Sankara aujourd'hui, on peut parler de justice sans parler de l'implication de la France dans la mort de Thomas Sankara. C'est pas possible. Tout le monde sait que Thomas Sankara s'était levé pour aller contre le colon, qui était levé pour aller contre la mère patrie qui était la France à l'époque. Et ce discours était clair. Et tout le monde savait la position de la France par rapport à tous les chefs d'État à l'époque, même jusqu'à présent, qui vont contre l'idéal de la France. Et on n'est pas arrivé, la justice, l'enquête n'est pas arrivée à dévoiler un seul papier émanant de la pression étrangère qui a conduit Blaise Compaoré à éliminer son compatriote, son frère d'âme, son alter ego. Et a seulement vu les Djindéré, Blaise Compaoré, les Kafando, qu'il faut condamner à perpétuité. Ils se sont abattus. Et ils sont loin d'amener la paix. Et parmi les 3 condamnés, c'est un seul qui est au pays. C'est encore que. Voilà encore l'autre injustice criade. Ouais. Celui qui avait le pouvoir, la possibilité de s'exfiltrer du pays, de fuir, la justice est restée. Il a fait face à la justice. On le condamne au même titre que les autres, en disant, parce que simplement, il était chef d'état-major. Mais tout le monde, à l'époque des faits, un militaire qui plus est chef d'état-major, c'est un homme aux ordres. Il tire ses ordres du chef de l'État. Comment est-ce que un chef d'État qui aurait donné un ordre peut subir les mêmes peines que celui qui a exécuté l'ordre présumé, pendant qu'on n'a aucune preuve de ce que le chef d'état-major a reçu l'ordre de... Mais il est son complice. S'il vous plaît. Le complice et le commanditaire sont coupables de la même peine. Dit-on. Ouais. Encore que dans le cas d'espèce, dit-on, c'est ce que dit la loi. Le gars n'a pas reconnu qu'il a reçu d'ordre de tirer sur... Il a même dit qu'il n'était même pas là. Non, mais il y a les manifestations de ces actes. On n'a pas besoin qu'il reconnaisse. Ils ne sont même pas arrivés à prouver ça. Si sa culpabilité est établie, il subit la loi. C'est ça que je vous dis. Il est facile de faire des enquêtes, de trouver des innocents et de les impliquer parce qu'on veut les impliquer. Parce que sous d'autres cieux, ils sont riches, ils construisent maison à étage. Ou sous d'autres cieux, il ne faut pas forcément diaboliser tous ceux qui ont collaboré avec le diable. Puisque une république, c'est un ensemble. C'est pas parce que Blaise Compaoré est un criminel qu'il ne doit pas avoir des gens de la République honnête pour collaborer avec lui dans la justice. Comment un criminel, un honnête peut-il... il n'a pas le choix, c'est un chef d'État. Collaborer avec... que vous le prenez comme un diable. Mais c'est un chef d'État. Ouais. Donc tous ceux qui ont travaillé sous Blaise Compaoré pendant tout ce temps, c'est des diables. Que ceux qui sont là aujourd'hui sachent que demain viendra. Ceux qui sont là aujourd'hui sont venus par coup d'État. Ils n'ont pas tué. Il y a un cas de jurisprudence. Ils n'ont pas tué. Alors demain, si on va la juger, on dira quoi? Oui, mais la justice n'a pas à faire ce... on doit le faire, parce que la justice veut établir la paix pour l'avenir. Personne n'a su qu'un jour, on va faire la justice. Aujourd'hui, des dizaines d'années après, on est en train de tabler sur Thomas Sankara. Demain, on tablera sur le cas de ceux qui sont là. Parce que le sang humain a coulé. Ouais. Il y a des pertes en vies humaines. On en parlera encore, il faut qu'ils le sachent. Tout pouvoir pris par le sang, s'il vous plaît, condamné. Qui pas épée, périt pas épée. C'est clair. C'est condamné. Maintenant, vous avez pris le pouvoir par le sang. Vous avez tué. Vous verrez juger encore des gens qui ont pris le pouvoir par le sang. Même manière de plus de pouvoir que vous-même. Il y a quelque chose qui cloche, qui dénote de la bêtise. Mais ça, la communauté internationale... la communauté internationale ne le dénonce pas. Oui, mais c'est nous-mêmes d'abord. Pourquoi on attend la communauté internationale? Nous-mêmes d'abord. Oui, mais nous... on sait ce qu'on en fait. Le pouvoir, le procès Thomas Sankara doit tomber. Ça devrait tomber si des gens normaux. Ça devrait carrément tomber. Parce que l'autre a pris le pouvoir après avoir tué. Vous avez pris le pouvoir après avoir tué. Il n'y a pas de mort. Casse des mort d'homme, c'est mort d'homme.
Yves-Patrick Loko. Dans le même temps, nous sommes dans un État démocratique. Jusque-là, le Burkina Faso, et on a, même si il y a eu suspension de certains pouvoirs, les pouvoirs sont indépendants l'un de l'autre. Donc, la justice faisait son travail. On ne va pas interdire à la justice de continuer son travail alors qu'il y a une autre équipe qui est venue, fût-il par un coup d'État. Mais est-ce que c'était avec un bain de sang comme ce fut le cas en 1987, ce 15 octobre, avec l'assassinat de Thomas Sankara? Non. Yves-Patrick Loko, oui. C'est là, moi, je perds mon latin. Oui. Puisque Hilarion Keyon l'a dit, le pouvoir sous Sankara, issu de la mort de Sankara, c'était par coup d'État. Le pouvoir ici, c'est également par coup d'État, mais on se trouve dans l'obligation de gérer ou, en tout cas, de juger, voilà, un pouvoir dans ce genre-là. C'est pas le pouvoir qui juge, est-ce qu'on est sérieux, là? C'est la justice burkinabé qui avait commencé un travail bien avant. La justice le coup d'État qui a déposé Roch Marc Christian Kaboré. La justice burkinabé devrait aussi interdire comment on appelle l'exercice de ce pouvoir ici, le coup d'État. C'est deux cas différents. Si nous voulons être, c'est deux situations différentes. Si nous voulons être corrects, si nous voulons être vraiment sérieux, c'est ce qui devrait se faire. Mais il y a disons-nous la réalité. Il y a une situation qui était en cours. C'est-à-dire le procès a commencé bien avant le coup d'État qui a fait partie Roch Marc Kaboré. Et pour en arriver à cette actualité de Roch Christian Marc Kaboré qui est autorisé à rentrer chez lui ou qui a été relâché. Et dans le même temps, Compaoré et autres qui sont condamnés, même si c'est pas contumace, une condamnation à perpétuité, c'est-à-dire que les portes du pénitencier vous sont ouvertes et vous avez intérêt à venir vers votre geôlier pour exécuter votre peine. Je constate que le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, donne un bel exercice de sémantique et de sémiologie aux étudiants en communication. La porte qui s'ouvre pour quelqu'un et qui se referme sur quelqu'un d'autre. Donc je remercie bien ce pays des hommes intègres de contribuer à l'évolution de la communication. Bref, si je dois revenir sur cette affaire de condamnation, je crois que c'est justice qui est faite, même si c'est 30 années plus tard, plus de 30 ans plus tard, en 87. Donc c'est justice qui est faite au défunt Thomas Sankara, à tous ceux qui sont tombés le même jour que lui. C'est une justice qui est faite au Burkina Faso, qui pouvait être un pays peut-être assez développé, un pays hors du commun, si réellement la révolution Sankara avait continué, la révolution n'avait pas été corrigée n'avait pas été rectifiée par ce coup d'État mené de main de maître par un ami de Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Donc le destin du Burkina Faso aurait pu être autre. Voilà, aurait pu être autre si ce coup d'État n'était pas intervenu. Donc c'est justice qui est faite. Maintenant, on attend un mandat d'arrêt international pour comment l'exécution de ce mandat d'arrêt se fera. Pour ramener merci beaucoup. Il est nationalisé, il est ivoirien. Il est ivoirien, mais choisi de le juger. Mais antérieurement, il est burkinabé, donc sa nationalité burkinabé n'est pas du tout, comment dirais-je, n'a pas disparu. Merci, cher éditorialiste. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, vous ne pourrez plus conclure puisque le temps est parti. Yves-Patrick Loko, je rappelle, vous êtes journaliste, vous officiez à la Radio Nationale. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi. Hilarion Keyon, le directeur général de Défi Info. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Au revoir. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3.